Et bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième conférence du cycle de conférences organisées dans le cadre de la section jeux vidéo et réalité virtuelle du Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Conférence qui sera consacrée aujourd'hui au pont qu'il existe entre le manga, donc la BD japonaise et par extension les animés, donc les films d'animation japonais, et le jeu vidéo. Alors pourquoi cette table ronde et pourquoi maintenant? Eh bien parce que je pense que ça ne vous a pas échappé qu'il y a une adaptation de Dragon Ball Fighter Z pour pas la citer, qui est sortie en début d'année, qui est un jeu de baston qui connaît un certain succès. Pour pas dire un gros succès dans les communautés de jeux de baston, en tournoi, etc. Et qui est une adaptation particulièrement fidèle du manga. Et donc, on a voulu s'interroger là-dessus à travers deux angles qui seront certainement les fils rouges un petit peu de cette conférence, à savoir que le manga peut en soi être adapté très littéralement en jeu vidéo, donc simplement adapter un manga en jeu vidéo avec des gameplays différents, que ce soit du RPG, du jeu de baston, etc. Voir un petit peu quels sont les genres de prédilection quand on adapte un manga en jeu vidéo. Et l'autre angle, ce serait plus celui de l'esthétique et de voir un petit peu comment le jeu vidéo puise dans l'esthétique et les codes du manga pour déployer des histoires ou des éléments de gameplay, etc. Donc j'ai avec moi Rufio, qui est membre du Nesblog, que vous avez peut-être déjà vu dans des conférences du Stunfest, et qui est un grand fan de jeux de versus fighting. Nous avons Buntavi Suvile qui a écrit indépendamment de ça un livre sur le jeu vidéo indépendant et qui écrit actuellement une thèse sur Dragon Ball. Et nous avons Alt236 qui lui est un YouTuber, même si je ne sais pas s'il il aime beaucoup le terme, qui travaille autour des mondes imaginaires, on va dire. Ça va de la peinture à l'esthétique des films d'horreur et donc au manga et aux jeux vidéo. Voilà, vous pouvez regarder son superbe t-shirt d'ailleurs qui vous donne un petit spoiler sur son sujet de prédilection. Voilà. Et mon fidèle acolyte Alexandre Lefebvre qui co-organise avec moi cette section jeux vidéo 2018. Et Théo Arbogast, The Only One. Merci. Et alors, on va peut-être commencer par un angle un peu convenu, mais qui, je pense, va bien nous lancer sur ces thématiques-là, qui est un angle chronologique. En fait, je vais vous demander, en fait, quel est votre premier souvenir ou un souvenir que vous avez d'un jeu vidéo, d'une adaptation en fait de manga en jeu vidéo, que ce soit du rétro gaming ou quelque chose qui vous a vraiment marqué. On va parler d'adaptation pour le moment. Attends, parce que du coup moi je réfléchis. Donc auquel j'aurais joué en fait. Le premier auquel j'aurais joué, je suis en train de réfléchir. Ça devait être un Dragon Ball et ça devait être sur Nintendo. Mais je me souviens même plus du nom, donc je sais pas. Et moi, ça va être une réponse de Normand. Ça a été dans Bloodborne et Dark Souls, où j'y ai vu en fait du Berserk. C'est pas une vraie adaptation, on y viendra tout à l'heure, mais c'est ça qui m'a intéressé justement, c'est qu'il y avait des signes cachés, qu'on pouvait faire des builds Guts, c'est-à-dire qu'on pouvait se fringuer exactement comme Guts dans un setup quasiment semblable. Donc moi, j'y ai vu un hommage, une référence, mais je me souviens pas d'avoir fait. J'ai découvert le manga très très tard, donc j'ai pas fait de jeux qui me viennent comme ça, jeune, où j'ai fait tiens une adaptation de manga. Je lisais pas de manga, donc c'est venu beaucoup plus tard en fait. Mais c'est ça qui m'a le plus marqué. C'est bon. Non, mais je réfléchissais parce que j'ai commencé j'allais dire le jeu de combat, tu vois, je suis encore là-dedans. Le jeu vidéo très tôt, et je me rends compte qu'en fait la première adaptation de manga en jeu vidéo auquel j'ai joué, c'était Final Bout sur PS1. Donc c'était c'était peut-être 10 ans après que j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo en fait. Donc ça a mis pas mal de temps. Donc Final Bout qui était un jeu de combat Dragon
Ball, mais qui était là aussi un peu pour vendre un peu les Dragon Ball GT en fait, un peu comme aujourd'hui Dragon Ball Fighters essaie de soutenir un peu le marketing de Dragon Ball Super. À l'époque, c'était Dragon Ball Final Bout qui était un jeu absolument immonde. Et c'était, je crois que c'était le premier. Et donc, puisqu'on en est là, est-ce que vous trouvez en fait que les premiers, sous quel angle vous abordez en fait les premiers jeux qui vous viennent en tête dans l'univers étendu Dragon Ball en fait. Par exemple, on a cité le Dragon Ball sur NES. Qu'est-ce que tu peux en dire toi, Buntavi? Est-ce que tu y as joué? Oui, j'y ai joué. J'ai des souvenirs vagues, si ce n'est que c'était avec le Tenkaichi Budokai, enfin le décor du Tenkaichi Budokai, etc. Ensuite, qu'est-ce que tu veux dire par... mis à part ça, si tu veux, de toute façon, les premières adaptations de Dragon Ball, c'était essentiellement reprendre des bouts du récit et les retrouver sur le jeu vidéo un an après, parce qu'il fallait le temps de prod. Donc c'était juste une sorte de reprise fidèle et de redécouvrir un univers qu'on connaissait déjà. Donc l'intérêt pour quelqu'un qui connaissait Dragon Ball en dessin animé ou en manga, c'était avant tout de pouvoir être à l'intérieur des combats et de manier les personnages. C'est avant tout ça l'intérêt initial. Justement, est-ce que vous trouvez, on reste sur Dragon Ball, est-ce que vous trouvez que justement le genre du versus fighting, c'est peut-être le genre de prédilection des adaptations, on va dire, de Dragon Ball, ou est-ce qu'il y a d'autres jeux Dragon Ball dans d'autres genres de jeux vidéo qui sont des adaptations mais qui ne sont pas tombés peut-être dans l'écueil du versus fighting? Alors, la réponse va peut-être être un peu longue. Quand on adapte un manga en jeu vidéo, la première question qui vient, c'est la question du game design, du gameplay, ce qu'on va en faire. Avant même de savoir qu'est-ce qu'on va mettre dedans, etc. C'est la première question qui vient, c'est comment on va en faire un jeu. Il y a des adaptations qui sont évidentes. Je pense par exemple les adaptations jeux vidéo de Yu-Gi-Oh! C'est des jeux de cartes. On va juste programmer le jeu de cartes qu'il y a dans Yu-Gi-Oh! Ou alors des adaptations de par exemple, je prends par exemple, on va dire le manga ou l'animé Initial D, qui est un animé sur la course automobile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un jeu automobile. On va pas se faire chier à faire un visual novel ou un jeu de combat dans un thème comme ça. Dragon Ball fait partie de ces mangas qui ont été un peu compliqués à adapter pour les développeurs parce qu'ils offraient plusieurs possibilités. La première, comme tu le dis, ce qui semble évident, c'est le jeu de combat, parce que Dragon Ball s'articule autour de grands combats qui sont vraiment les articulations scénaristiques du manga. Mais il n'y a pas eu que ça. Parce que Dragon Ball, comme n'importe quel autre shonen, comme n'importe quel autre neketsu, donc ce que j'entends par là, vraiment des mangas pensés pour des adolescents, les gros mangas à succès type Naruto, One Piece, etc. C'est avant tout des grandes aventures sur lesquelles il va y avoir un héros qui va découvrir, qui va se faire des amis, qui va se faire des ennemis, qui va tuer des monstres et avoir des rivaux de plus en plus forts, de plus en plus forts. Et donc il y a une solution de facilité quand on n'a pas envie de se faire chier à développer un jeu de combat, parce que c'est très difficile en termes de game design. Il y a une solution de facilité qui est le jeu d'aventure en fait. Le jeu d'aventure ou par extension aussi le RPG, c'est-à-dire le jeu dans lequel votre personnage va lui aussi évoluer en fonction, je prends par exemple Zelda, Link va évoluer en fonction des accessoires et des équipements qu'il va ramasser, il va devenir de plus en plus fort, il va abattre de plus en plus de boss, etc. Et il va y avoir cette même philosophie scénaristique que dans un manga, en fait, tout simplement. Et du coup, on a eu des jeux Dragon Ball qui étaient des jeux d'aventure, qui ont peut-être à l'époque déçu en fait, parce que l'un des premiers épisodes en tout cas sur NES que j'ai en tête sur la première NES, la Famicom de Nintendo, c'était un jeu d'aventure, c'était un espèce de simili RPG dans lequel on jouait Goku dans Dragon Ball, dans Dragon Ball, et il n'y avait pas vraiment de combat à proprement parler, il n'y avait pas de combat en versus, on ne pouvait pas s'opposer vraiment comme on pourrait le faire dans un Street Fighter, et ça c'est le genre de choix facile mais qui peut décevoir. Après, si on me demande mon avis,
Est-ce qu'il aurait fallu faire que des jeux de combat Dragon Ball? Je dirais non. C'est bien qu'il y a eu différentes exploitations et explorations en termes de gameplay. Il se trouve que, mais bon, ça, peut-être que je le préciserai plus tard, mais il se trouve que moi, je trouve qu'il n'y a jamais eu un seul vrai bon jeu de combat Dragon Ball avant Dragon Ball Fighters. Donc désolé s'il y a des fans, je sais pas, de Budokai, de Tenkaichi, de Hyperdimension. Il y a pas de, pour moi, il n'y a eu aucun jeu de combat qui était vraiment profond. Et du coup, avant Dragon Ball Fighters, moi, il y a très clairement aucun jeu Dragon Ball qui m'est plu. Donc ta question, en gros, si ta question c'était vraiment dans la logique, est-ce que c'était plus logique d'adapter Dragon Ball en jeu de combat? Je dirais, de fait, pour un fan, oui, parce que celui qui aime Dragon Ball, lui, va vouloir acheter un jeu dans lequel il va pouvoir savoir, enfin, il va pouvoir jouer Ryu, il va pouvoir jouer Goku, il va pouvoir jouer Goku contre Cell ou Cell contre Freezer, parce qu'on n'a jamais vu ça, et j'ai envie de savoir et tout, qui est le plus fort, machin, on s'en fout. Mais du coup, ça reste un choix qui est dirigé vers les fans et pas forcément vers ceux qui aiment le genre jeu de combat. Parce que pour ça, il aura fallu attendre 2018, vraiment, pour avoir un jeu de combat qui soit fait pour les joueurs de jeux de combat dans Dragon Ball. Voilà. Ce que je trouve intéressant dans ta question, c'est que quand tu disais on calque par rapport à une œuvre, ça fait interroger sur... si tu veux, le brouillon d'un manga peut être le brouillon d'un jeu vidéo. C'est ça que je veux dire. C'est que par exemple, j'ai regardé, il y a environ une 40aine de jeux Ken le Survivant, à peu près. Et parce que c'est un mec qui a des techniques et qui se bat dans un monde post-apo. Enfin, il y a déjà en fait une matrice qui est assez idéale et où ça appelle un jeu. Donc effectivement, quand on a des arènes dans Dragon Ball et qu'on voit des combats qui durent 3 épisodes, on a envie de les expérimenter. Et je pense que c'est ça aussi. La différence, c'est qu'un manga et un jeu vidéo sont deux médiums tellement différents que du coup, on les expérimente pas de la même façon et que ce qu'on va chercher dans un jeu vidéo, ça va être faire nous-mêmes ce que d'habitude on regarde en tant que spectateur et dans lequel éventuellement on projette des fantasmes, voilà. Mais là, on va pouvoir nous-mêmes être Goku, être Ken, et ça, je trouve que du coup, ça pose plein de questions en fait de comment on fabrique ce jeu qui vont être très éloignées du rapport qu'on a avec un animé ou un manga. Donc il y a aussi cette couche qui pour moi se rajoute, est-ce que le jeu se prête à ça ou pas? Et par exemple, pour prendre un autre exemple, j'ai acheté, étant tellement fan de Berserk et puis je travaillais dessus, j'ai acheté le Berserk Musou, donc qui est un jeu où, pour ceux qui connaissent pas, on a des vagues d'ennemis énormes et le but c'est très sanglant, et puis on est là, c'est un peu bourrin je dois dire, et j'ai vu pas de profondeur, j'attendais de voir le niveau dans l'éclipse qui doit être joli, mais bon, ça s'arrête à ça. Alors que fantasmons 2 minutes, on met Hidetaka Miyazaki à faire un jeu Berserk en RPG ultra profond. Enfin, il y a un truc, il y a tout qui est là. Guts a plusieurs armes, il peut jeter des trucs, il y a plein de classes d'ennemis. Enfin, tout est là pour un RPG ultra puissant et il n'est pas encore là. Alors, on va soulever pourquoi est-ce que ça n'arrive pas forcément, parce qu'il faut faire un jeu et que c'est autre chose qu'écrire une histoire. Et que là, du coup, il y a toute cette question de l'adaptation qui rentre en jeu. Mais voilà. Alors, on en parlait tout à l'heure en dehors de la conférence. Comment est-ce que et par quelle mécanique et qu'est-ce que ça engendre le fait de créer des jeux qui sont des histoires parallèles par rapport à un manga pour peut-être combler les vides d'un récit ou les exploiter dans l'adaptation d'un manga en jeu vidéo? Ok, alors en fait, tout à l'heure, pour replacer dans le contexte, on avait une discussion sur les fillers, sur le fait que dans l'animé, il y a toujours des fillers, car si on adapte fidèlement un chapitre en un épisode, ça fait que 15 minutes. Ça veut dire qu'il y a au moins 5 autres minutes qui posent problème, et 5 autres minutes plus 5 autres minutes, au bout d'un moment, ça fait un épisode complet, et c'est comme ça que vous avez plein d'épisodes fillers. Et le jeu vidéo, il arrive toujours après. Donc ils arrivent après le dessin animé, ils arrivent après le manga, du coup ils prennent les deux et donc ce qu'ils font c'est un univers qui est un univers mash-up entre l'animé et le manga, où ça devient un 3e univers. Donc c'est comme si vous aviez 3 univers parallèles mais divergents, puisque vous avez des événements qui se passent dans un médium mais pas dans l'autre et inversement. Du coup, à partir de là, ce qui a été possible dans le cas de Dragon Ball, au moment où il n'y avait plus de séries animées Dragon Ball et où il n'y avait plus de manga Dragon Ball, c'est qu'ils ont rajouté des récits qui n'existaient pas. Notamment des récits où il y avait le what if,
qu'est-ce qui se passe si on était à la place de Cell, ou qu'est-ce qui se passe si on était à la place de Yamcha et qu'on voulait déclarer sa flamme à je sais pas qui, enfin voilà. Donc c'est plein d'autres histoires qui sont des récits interstitiels, qui sont également des fillers, comme dans l'animé on trouvait des fillers. Et ça rajoute une nouvelle couche d'univers, et c'est comme ça que vous avez 3 univers vraiment parallèles, divergents. Et l'intérêt dans Dragon Ball, c'est qu'en 2010, au bout d'un moment, le jeu vidéo a arrêté de suivre et de rajouter seulement des espaces interstitiels. Ils ont investi on va dire un cadre plutôt méta, où là, on incarne un nouveau personnage qui n'est pas dans la trame. Et pour que ce soit cohérent avec les 2 autres univers parallèles, c'est la même chose que dans Xenoverse. C'était le MMO, en fait. C'est dans le MMO qu'on a la première fois la possibilité de créer son personnage et pas incarner un personnage qui existe déjà. Et donc, du coup, ce personnage, en fait, c'est comme une incarnation du fan. Parce que ce que veut un fan, c'est respecter le canon. Et dans Xenoverse, comme dans le MMO, on vous propose plein de récits interstitiels ou de récits contre-fictionnels que vous allez rétablir. Et donc, en fait, la police du temps, qui est incarné par votre personnage, l'avatar que vous avez créé, c'est comme le fan qui va lutter contre toutes les interprétations bizarres ou tous les récits qui n'existent pas. Donc c'est en ça où c'est doublement méta. Voilà. Et donc à partir de là, c'est une solution un peu de génie, parce que les 2 autres univers, que ce soit sur le manga ou sur l'animé, ils peuvent continuer à créer leurs récits, et tous les autres récits seront absorbés par le jeu vidéo, parce que c'est du méta. Donc c'est une solution de facilité gigantesque. Ouais, tout à l'heure, Rufio, tu disais en quelque sorte que, en tout cas, la question était sur le versus fighting. Est-ce que, alors du coup, là, un peu la question qui se pose, il me semble, c'est est-ce que, en quelque sorte, les mangas et les animés n'appellent pas à un certain genre de jeux vidéo, jeux de baston pour les neketsu, je sais pas, peut-être visual novel pour certains shoujo, ou voilà. Différents genres qui seraient appropriés. Et en fait, là, c'est aussi la question des attentes, la question des fans, la question du canon. Et en fait, alors, c'est un peu une intuition, mais les mangas et les animés suscitent énormément d'attentes. Et est-ce que le traitement générique n'empêche pas précisément des innovations en termes de game design? C'est-à-dire que les attentes liées à l'adaptation bousillent une certaine forme de créativité. C'est une bonne question, surtout que, sans vouloir schématiser, je pense que le public manga est très exigeant aussi, animé aussi, c'est des gens qui connaissent bien leur sujet généralement, il y a souvent plein de séries, donc il faut s'y connaître, c'est quelque chose qui appelle, je pense, une vraie connaissance, et du coup, tu as un point de vue de spécialiste, entre guillemets, qui n'est pas le même que quand tu veux consommer un bon film d'action. Là, on touche à quelque chose qui t'est propre avec le temps, tu l'as tellement lu, tellement, ça te parle tellement que ça devient personnel, et du coup, ça peut poser des problèmes, effectivement, quand quelqu'un d'autre va se pencher sur cette œuvre qui t'est si chère, et va en faire quelque chose qui va, dans une certaine mesure, pas te plaire. Et moi, je te rejoins. Alors moi, je dois être un mauvais fan, du coup, de manga. C'est que moi, je demande que avoir de l'univers étendu. C'est aussi un peu l'autre versant qu'on n'a pas vu. C'est que, enfin, si on a évoqué, mais que le jeu vidéo, par exemple, est un médium qui permet d'étendre une histoire, même avec des récits interstitiels. Moi, ce qui me dérange pas, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé dans les 10 ans où machin, on le voit disparaître. Ça m'intéresse beaucoup, justement, plutôt que de refaire un truc qui serait fidèle. Parce que j'ai envie de dire, on dépassera jamais le manga. On projette tellement de nous-mêmes, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui devient tellement personnel, puisque un manga est fixe, et on a beaucoup à y mettre. On met les couleurs, on met les voix des personnages, et du coup, dès que c'est fixé dans un animé, pour peu que j'aime pas la voix qu'ils ont mis à tel personnage, j'arrive pas à m'y retrouver. Pour autant, moi j'ai le point de vue inverse, je veux justement que quelqu'un qui adapte ait une part de liberté, sinon on devient attaché à bon vouloir qu'on projette de gens qui satisfera jamais personne de toute façon. Donc moi j'aimerais bien aller à l'encontre de ça et de dire au contraire, étendez les univers, respectez le canon, parce que c'est ce qui fait tenir la mythologie, c'est très important, mais prenez des libertés. Et du coup, un jeu qui reprendrait exactement les 10 arcs, ça m'intéresse pas. Je préfère voir Goku qui part dans une nouvelle contrée qu'on n'a jamais abordée. Mais c'est mon point de vue de quelqu'un qui est pas à fond dans Dragon Ball depuis 15 ans aussi. Il y a ça qui joue. Alors, tu voulais ajouter quelque chose, oui? Par rapport à ta question, ça dépend du genre. Donc c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Dans Dragon Ball, tu as des combats, mais tu as aussi des phases d'aventure. Donc ça se prête au moins à 2 types de gameplay. Tandis que tu as des mangas, on va prendre par exemple City Hunter, ça va être compliqué. C'est pas vraiment de la baston, ça repose surtout de l'humour. Et il fait des tas de choses avec son 3e membre qui ne passe pas.
Et donc ça, à partir de là, ça dépend vraiment du genre. Ensuite, tu as des trucs comme Evangelion où ça va pas être un jeu de combat. La première adaptation, c'était globalement du dating sim. Parce que les héroïnes sont quand même bien bandantes, etc. etc. Donc, c'est-à-dire Teen Sim? Un dating sim. Un dating sim, pardon. Draguer les personnages pour avoir une relation amicale ou voire plus. Ok. Donc, en gros, la question c'était est-ce que l'exigence des fans peut pas bloquer un peu la création du jeu, enfin l'aspect créatif du jeu au niveau du game design, quoi. Bah, j'ai envie de dire c'est pas forcément important. Il y en a qui ont essayé. Je pense par exemple à des adaptations de Dragon Ball sur Kinect où tu dois faire le Kamehameha devant ta caméra pour que ça le sorte. Voilà, il y a eu des essais, il y a eu des trucs. Après, si on parle de jeux de combat, la question elle est un peu différente parce que il y a une exigence des fans. Et je dirais même, et j'en suis persuadé, que du côté de Namco Bandai, il y a un cahier des charges à respecter dans les jeux Dragon Ball. Et cette exigence des fans, elle va... Et c'est d'ailleurs pour ça que en fait, j'ai longtemps cru qu'il n'y aura jamais de très bons jeux de combat Dragon Ball. C'est que l'exigence des fans fait que... Il y a des choses dans Dragon Ball que le fan va forcément vouloir retrouver dans un jeu de combat. La mécanique de vol, pouvoir voler, pouvoir se transformer, éventuellement fusionner, etc. Tout ça, c'est des mécaniques qui, certes, sur le papier sont très intéressantes, mais qui, dans le jeu de combat, n'apportent rien, en fait. Dans les règles qui sont établies aujourd'hui, qui sont fixes et qui sont très bonnes dans le jeu de combat d'aujourd'hui, le jeu de combat dit compétitif, ce genre de règles, ça ne marche pas. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, Dragon Ball Fighters, on ne vole pas vraiment, on ne peut pas voler très exactement comme on veut. C'est quelque chose qui a été reproché par des fans de Dragon Ball, mais tout simplement parce que eux ne connaissent pas exactement les codes du jeu de combat, parce qu'il y a deux publics extrêmement différents en fait. Et on l'a ressenti vraiment très très puissamment à la sortie de Dragon Ball Fighters, c'est qu'il y a le public qui est là pour acheter un jeu Dragon Ball, comme un produit dérivé, exactement pareil, comme il achèterait une figurine, pour jouer à un jeu avec les personnages de Dragon Ball dedans. Et il y a eu le public qui, lui, a été sollicité par Arc System Works, donc qui a fait le jeu de combat Dragon Ball Fighters, qui est un cadre des développeurs de jeux de combat, qui, eux, savaient que ce qu'il fallait, c'était avant tout de faire un jeu de combat équilibré et qui fonctionne compétitivement. Et avant Dragon Ball Fighters, le cahier des charges faisait que on essayait de faire un jeu avec les personnages qui volent, qui se transforment, qui fusionnent, des jeux avec au moins 40 personnages, parce qu'il y a énormément de personnages dans Dragon Ball, mais tout ça, ça marche pas. Tout ça, ça marche pas dans le jeu de combat. Et du coup, là, la question c'était est-ce que l'exigence des fans peut bloquer la création en termes de jeux vidéo? En tout cas, dans le cas du jeu de combat, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les fans vont vouloir des choses qui ne marcheront pas, en fait. Il y a aussi ces choses-là à prendre en compte. C'est que derrière, les game designers, ceux qui font les jeux de combat, ceux qui savent comment ça marche depuis Street 2 et depuis l'âge d'or des années 90, ceux qui savent comment ça marche, ils savent qu'on ne peut pas satisfaire les fans. Et du coup, même aujourd'hui, Dragon Ball Fighters, il y a encore une cassure. Il y a encore des gens qui trouvent que Dragon Ball Fighters, j'ai vu des arguments comme quoi ça ressemblait à la Super NES parce que c'était en 2D, les personnages peuvent pas voler, c'est n'importe quoi, il n'y a pas beaucoup de personnages, etc. Et qui sont juste des arguments de fans qui veulent jouer à un jeu Dragon Ball, et qui ne sont pas des arguments de joueurs qui veulent jouer à un jeu de combat. Et c'est un peu le paradoxe en fait quand on fait une adaptation en jeu vidéo d'un manga, c'est qu'on fait ni un jeu pour les joueurs de jeux vidéo, ni un jeu pour les fans du manga.
on doit faire un jeu qui va plaire en tant que produit dérivé aux fans du manga. Là, je parle de Dragon Ball, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être One Piece, ça peut être Hunter, Naruto, n'importe quoi. Mais par exemple, moi, s'il y a un RPG Hunter x Hunter, j'ai beau adorer Hunter x Hunter, j'ai beau adorer les RPG, si j'ai envie de faire un RPG, je vais pas me diriger vers le RPG Hunter x Hunter, je vais me diriger vers un autre RPG original, enfin, dans la création, dans un scénario exclusif au RPG. Par contre, si j'ai envie, un moment, après avoir relu les Hunter x Hunter, de me faire une œuvre dérivée, là, je vais plutôt me diriger vers les jeux. Donc il y a un petit statut bâtard, en fait, du jeu vidéo tiré de manga qui ne peut ni convaincre totalement les fans, ni convaincre totalement, en fait, les joueurs qui aiment ce type de jeu à la base. Je veux juste du coup décaler 2 secondes du jeu vidéo et du manga, mais pour faire une analogie qui va tous nous parler. C'est par exemple Star Wars, qui du côté des fans, on a vu récemment la pétition pour refaire Star Wars 8, si je me trompe pas. Il y a eu vraiment un mouvement de fans qui ont détesté, c'est Ryan Johnson, je crois qu'il a fait, qui ont vraiment détesté au point qu'il y a eu... alors c'est un peu obscur, hein, mais bon, il y a des gens qui ont écrit une vraie pétition pour dire pourquoi il fallait le refaire, etc. Et à l'inverse, il y a aussi George Lucas, qui détestait tellement ses premières versions de Star Wars qu'il a fait disparaître au maximum les anciennes versions pour donner sa version THX avec les effets numériques, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui se lance la mission de retrouver en HCAL, avec des trucs, des bandes qu'il a récupérées dans des ciné en Turquie, de retrouver le vrai montage et de le faire en HD pour permettre aux fans de retrouver la version originelle qu'ils avaient vue. Et du coup, ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est que ça pose la question de la place du créateur, parce que on n'est que d'un côté du coup de la lorgnette qui est le consommateur, ce qui est très important, puisqu'au final, c'est nous qui allons jouer aux jeux, c'est nous qui allons les acheter, c'est nous qui allons leur donner de l'argent pour qu'ils puissent faire d'autres jeux et qu'ils se plantent pas, etc. Ça, d'accord. Mais en même temps, faut pas oublier qu'on est quand même dans un domaine créatif, même si le jeu vidéo suppose énormément de techniques et de choses, de contraintes qu'on va devoir gérer. Au fond, c'est une œuvre. Enfin, moi, je le revendique en tout cas. Et quand on prend les fans, enfin, c'est comme si on voulait faire un tableau pour dire ça va plaire aux gens, vu l'époque, vu machin. Et du coup, tu fais pas de l'art pour moi, tu fais un produit dérivé. Alors avec ce que ça peut avoir de noble, c'est-à-dire c'est un bon produit dérivé, les gens qui aiment ça, ils vont kiffer être là-dedans et tout. Mais elle est où ta part, toi, de création ? Et le seul truc qui vient contredire ça, c'est que tu touches à une œuvre existante. Et ça pose un vrai dilemme au créateur, c'est comment est-ce que je respecte quelque chose parce que j'aime l'œuvre, qu'on me donne les clés de cette œuvre, donc je fais quelque chose de bien, et en même temps, comment est-ce que moi, en tant que créatif, j'insuffle quelque chose dedans qui va faire, ok, c'est l'univers que j'aime, mais il y a un truc en plus, c'est vraiment malin, ils ont osé, ça marche, etc. Donc je me mets, moi, du côté plutôt du créateur là-dessus, parce que c'est lui qui fait le jeu, et si tu en viens à faire un jeu que t'aimes pas, est-ce que ça vaut le coup de le sortir ? Enfin, c'est un autre point de vue, mais ça pose cette question-là, je trouve aussi. Alors, je voulais juste, c'est vrai, ajouter un petit élément concernant ce qu'on dit, et plus particulièrement ce que tu disais, Rufio. C'est qu'en fait, ils ont tellement voulu adapter au mieux et faire plaisir aux fans de Dragon Ball certains jeux Super NES, notamment en volant, qu'ils ont ajouté un élément de gameplay qui était peut-être une des pires idées qu'ils ont eues dans l'histoire du versus fighting et en particulier des adaptations de Dragon Ball, c'est de faire des split screens en fait. Ils ont coupé les écrans en deux, vertical, diagonale, horizontal, et c'était une purge, c'était injouable. Et donc je vais enchaîner maintenant, après avoir apporté ma petite science, sur en fait, je vais un peu revenir en arrière et vous demander en fait ce que vous pensez. Justement, on parlait de filler, de remplir des trous, etc., en créant des univers étendus. À quel moment à quel moment est-ce que vous considérez, alors c'est un peu une question tarte à la crème, mais je pense que ça peut ouvrir le débat, est-ce que vous considérez qu'évidemment il y a des arguments marketing derrière ces adaptations et la construction de ces univers étendus, et que des fois ça en devient complètement incohérent et que ça n'a plus de sens, et que du coup c'est plutôt contre-productif en fait? Alors, de toute façon, les adaptations de jeux vidéo, quelles que soient les adaptations de jeux vidéo, elles ont toujours commencé comme étant des produits dérivés. Que ce soit des adaptations de films, de mangas, de séries télévisées, c'est avant tout du produit dérivé et ça arrive après le récit qui existe déjà. Donc, ils n'ont pas d'autre choix que de reprendre le récit ou de faire quelque chose de dérivé différent. Donc, à partir de là, leur possibilité est quand même assez limitée. Ensuite, il y a une différence entre les gens qui maintenant veulent un univers étendu et qui
font un cahier des charges extrêmement important, en disant ça on va faire ça sur tel support, tel support, tel support, tel support. Et ce qui se passe dans la réalité de Dragon Ball notamment, où les mecs ils avaient un cahier des charges un peu bizarre et ils ont fait avec les moyens du bord, et c'est pour ça aussi qu'ils ont fait des fillers, notamment au niveau du dessin animé. Au niveau du jeu vidéo, ils ont également fait des choses qui étaient différentes parce que peut-être qu'ils avaient eu plus d'autorisation à un moment ou à un autre. Donc si tu veux, je pense pas qu'on puisse dire que tout est négatif ou pas, ça dépend de... Il n'y a pas de volonté commerciale dégradante, il y a juste eu un contexte de production qui fait que parfois ils ont eu des opportunités, parfois ils n'en ont pas eu, parfois ça a donné quelque chose d'intéressant et parfois non. Mais il n'y a pas de... C'est pas parce que c'est un produit dérivé que nécessairement ce soit moins bien ou autre. Juste, je voulais du coup revenir sur cette question des produits dérivés et peut-être commencer à boucler tout doucement cette question de l'adaptation. Justement, en effet, c'est un contexte de production qui, moi, me semble, justement, lorsqu'on parle de destin croisé dans notre titre de conférence, c'est justement c'est envisager le jeu vidéo comme un produit dérivé, un certain contexte de production où, en effet, dans les années 80-90, on était dans cette espèce de profusion de jeux déviés de manga et animés. Et tout à coup, l'inversion, où Pokémon arrive, c'est un jeu vidéo qui du coup génère une flanquée de produits dérivés. Et là, c'était, voilà, encore une fois, c'est assez intuitif, mais j'ai la sensation que là, on a vraiment marqué. C'est un des points forts de cette histoire de croisement, en fait. Là, vraiment, il y a eu quelque chose qui s'est retourné. Qu'est-ce que vous en pensez ? Juste vite fait pour rebondir sur Pokémon, effectivement, Pokémon, c'est un exemple très intéressant parce que c'est en même temps le jeu vidéo qui s'est dirigé vers l'animation, mais aussi un peu l'inverse. Pokémon, ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'à la base, le jeu Game Boy, Pokémon, avait ses designs de Pokémon qui étaient bien à lui, et après... Dans le format animé, dans le dessin animé Pokémon, ils ont retravaillé tout le design des Pokémon pour les animer déjà plus facilement. Donc tout le design a été retravaillé. Il y a déjà eu un premier passage entre les deux médias qui s'est fait. Et après, à partir de Pokémon Jaune, ils ont refait le passage vers le jeu pour reprendre le design des Pokémon qu'ils avaient adapté dans l'animation. En fait, les vrais Pokémon, c'est les Pokémon de rouge et bleu, c'est les premiers. Après, ceux qu'on a connus à partir de jaune et jusqu'à aujourd'hui, c'est ceux de l'animation. Donc il y a eu ce double pont, en fait, Pokémon, c'est encore plus qu'une adaptation jeu vidéo animé, c'est jeu vidéo animé, jeu vidéo, en fait. Ensuite, dans Pokémon, quand tu adaptes un jeu vidéo en autre chose, ce que tu adaptes, c'est pas un récit. Parce que le récit, c'est ce que va vivre le joueur. Donc il y a une multitude de récits. Finalement, ce que tu as dans l'animé, c'est une partie de jeu possible. Donc du coup, c'est une adaptation différente, parce qu'au lieu d'adapter un récit, comme dans Dragon Ball, où tu suis les aventures de Goku, etc., avec différentes étapes et une trame événementielle qui est toujours fixe, là, ce que tu adaptes, c'est un univers. C'est pour ça que tu as plein de mangas différents, avec des personnages différents et des histoires différentes. Du coup, c'est pas la même forme d'adaptation quand tu adaptes ce genre de choses. Ensuite, dans le cas de Dragon Ball, la création, elle est croisée aussi, dans le sens où, lorsque Toriyama a commencé à faire des dessins animés, et quand il a vu d'autres dessins animés, il s'est dit que le traitement de la couleur était différent et plus efficace. Donc, au lieu de mélanger ses encres, il a fait comme dans un cellulo, avec des lignes droites, et surtout un non-mélange des couleurs. Ça lui permettait d'aller plus vite et d'avoir une visibilité plus importante. Et ensuite, il y a eu d'autres adaptations qui ont fait que son style a évolué en même temps que le dessin animé a évolué. Et ensuite, tu as une concurrence au niveau des récits. Par exemple, les films, c'est toujours des récits interstitiels qui sont dans un univers parallèle. Sauf que le scénariste, c'est aussi le scénariste du manga, de l'animé. Du coup, le scénariste de la version audiovisuelle était toujours en concurrence avec Toriyama. Dans le sens où il devait raconter quelque chose qui se rapproche de Toriyama, qui ressemble à du Toriyama, mais qui n'en est pas. Donc à partir du moment où Toriyama fait des jeux de mots débiles sur les produits laitiers, lui il va faire d'autres jeux de mots débiles sur d'autres catégories. Et donc du coup ils sont en concurrence sur la même base de récit. Donc c'est pour ça que si tu veux c'est un destin croisé aussi. Moi j'aimerais me diriger vers Alt et lui poser une question.
commencer à nous diriger, ouais, comme tu disais Alexandre, sur les reprises d'esthétique et on va dire les jeux vidéo qui sont peut-être moins évidemment adaptés ou inspirés des mangas et lui demander justement par rapport à ton univers, à toi, à ce que tu développes dans tes vidéos, etc. Qu'est-ce qui toi te frappe avec ta sensibilité sur justement les ponts entre le manga et le jeu vidéo? Merci. Je ne sais pas si tu penses à cet exemple-là, mais ce qui me vient en tête directement, c'est Blame. Enfin, Blame, ouais, j'ai jamais su comment dire. Blame. Ah mince. Plus de piles. Plus de piles. Ah désolé. Bon. Donc du coup, Blame, en fait, j'ai lu le manga. Je l'ai lu plusieurs fois et je suis vraiment devenu fan de cet univers parce qu'il y avait quelque chose d'un peu indicible, quelque chose d'un peu dans lequel on pouvait vraiment projeter beaucoup de choses. Donc Blame, pour ceux qui ne savent pas, c'est un personnage qui parcourt une méga structure infinie, qui bouge un peu cyberpunk, très solitaire, avec des touches de chevalerie un peu dedans. Enfin, c'est très étrange. Et à la fin du manga, une des choses qui m'a sauté à l'esprit, c'est il est où le jeu vidéo Blame ? Je veux y jouer maintenant, tout de suite. Et il n'existe pas. Et il n'existe pas, donc ça m'a beaucoup embêté. Et du coup, j'ai fouillé, etc. J'ai quand même trouvé quelques projets, notamment de personnes solitaires, vaillantes, qui se sont dit je vais adapter Blame dans mon coin tout seul en jeu vidéo. Donc j'ai retrouvé des screens de gens qui ont pris des cases, qui ont essayé de refaire le bon design, etc. Donc on voit quelques vues en filaire comme ça qui laissent imaginer ce qu'aurait pu être ces univers, mais trop dur à développer tout seul. Et surtout, Nihei, l'auteur de Blame, a développé quelque chose de si immense que si on veut le représenter physiquement en jeu vidéo, ça devient quelque chose d'ahurissant. Et du coup, ce qui s'est passé, qui était très intéressant, c'est que à force d'hyperliens et de contrecouper des interviews de développeurs, je suis tombé sur 2 projets qui avaient abouti. Le premier, c'est Memories of a Broken Dimension, et le deuxième, c'est un jeu qui s'appelle Nascency. Et donc ces 2 jeux-là proposent en gros de se déplacer dans une méga structure hyper flippante, vertigineuse, etc. Et les 2 développeurs ont dit Blame fait partie de nos inspirations. Donc du coup, je me suis dit ah cool, y a un lien qui est direct. C'est pas une adaptation, ça s'appelle pas Blame, j'ai pas le même personnage, mais il y a quelque chose. Et du coup, j'ai notamment fait Nascency. L'autre, je l'ai fait plus tard. Et Nascency, j'y ai joué pendant que j'étais en train d'écrire l'épisode de Blame, donc j'étais en train de jouer à Blame pour moi. J'ai vraiment projeté. En plus, le jeu est très sobre, entre guillemets. Tout est vert, dans une même teinte un peu verte. Il n'y a vraiment aucun décor, quasiment. C'est très ascétique, on va dire. Et du coup, ça permettait un peu comme dans le manga de projeter toi-même ce que tu y vois. Et du coup, en plus, j'ai le vertige dans la vie. Et donc, j'ai passé mon jeu à avoir des contractions du dos de ouf, tellement je flippais. Mais il était génial. J'ai vraiment joué à finalement un truc qui aurait... J'ai fini par me dire qu'il était peut-être même mieux que finalement d'adapter Blame en essayant de coller à l'histoire où je la connais, l'histoire, avoir un super gros gun, bon c'est cool, mais c'est un peu premier degré de la lecture qu'on pourrait faire de Blame. Et alors pour le deuxième, et après je passe le micro, qui est Memories of a Broken Dimension, on est projeté dans un monde qui bug, en fait, une espèce de simulation informatique de ce que j'ai compris, et en fait on doit faire apparaître le décor avec des glitches et tout, donc on est complètement perdu, c'est hyper anxiogène, tout est gris, etc. Mais il y a un vrai feeling où on pourrait être Kili en train de se balader dans la méga structure. Et en fait, finalement, j'en suis venu à me dire que, même si c'est génial d'adapter hyper fidèlement une œuvre qui s'y prête et qu'on peut y prendre énormément de plaisir, j'ai trouvé finalement ça beaucoup plus intéressant de prendre une autre voie qui est de dire... Dans Blame, c'est quoi ces 3 concepts hyper puissants? Qu'est-ce qui m'a fait vraiment vibrer là-dedans? Et est-ce que je peux pas récupérer ça à ma sauce? Et finalement, les gens vont voir ça. Et c'est exactement la même chose pour un autre jeu qui s'appelle Scorn, qui va sortir, qui a rien à voir, c'est un jeu FPS, mais où j'ai lu dans des interviews que c'était adapté des univers de Giger et de Beksinski, qui sont 2 peintres dont je suis absolument fou. Et ils n'ont pas fait un des tableaux, mais tous les niveaux crient leur nom, quoi. Donc du coup, moi, ça m'intéresse plus que de dire... vous allez jouer dans un tableau de Giger. Ça a déjà été fait, il y a eu des jeux point and click Giger. Bon, les jeux sont mauvais, c'est un peu tristou, ils ont collé des JPEG à lui sur les décors. Bon, ça marche pas. Alors que là, je sais qu'on va avoir finalement une lecture de ça qui est beaucoup plus séminale, beaucoup plus fidèle à ce que les gens ont ressenti finalement que à l'œuvre de l'auteur en lui-même, qui quelque part, tu feras jamais mieux. Enfin, tu feras jamais mieux que Blame. Dans le genre Blame. Donc du coup, je trouve que c'est une fausse voie que de dire je vais faire l'adaptation fidèle de Blame, c'est impossible. Et dernière chose, une des choses où ça m'a heurté dans le livre, c'est que par exemple, il y a Kili, qui est le héros, qui dit à un moment, c'est une bulle, il dit, il rencontre des personnages et il dit je viens de 9000 niveaux plus bas.
Et ben moi, j'ai vraiment eu un vertige. Je me fais putain, le mec avait 4 mots. Il m'a mis une pression, je me suis imaginé 9000 niveaux, je fais ah putain mais c'est impossible à représenter. Donc avec 3 mots, il m'a fait vibrer d'une façon que si tu dois faire les 9000 niveaux dans un jeu vidéo, tu n'y arriveras pas. Et puis ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc il y a une vision poétique d'une œuvre comme qui est sur papier, que quelque part, avec toutes les mécas de la Terre, tu n'arriveras pas à saisir ce qui faisait, ce qui t'a plu dedans. Donc voilà. Mais après c'est que mon avis, hein, bien sûr. En termes de pop culture et d'inspiration, enfin plutôt d'influence visuelle, le manga et par extension l'animation japonaise, c'est quelque chose d'absolument énormissime. Pas au travers de projets bien fixes, mais surtout de petites choses presque imperceptibles, mais justement parce qu'elles sont imperceptibles, ça se colle directement à notre cerveau. Je pense par exemple, là dernièrement j'ai refait pour je ne sais pas combienième fois Final Fantasy VII. Et à un moment, on arrive devant une salle où des corps sont créés artificiellement, avec des énormes tuyaux qui arrivent depuis le bout de l'écran, etc., en faisant une espèce de montagne de tuyaux absolument gigantesque. Ça, c'est des inspirations, par exemple, d'Akira. On a d'autres éléments, ça marche beaucoup dans le RPG notamment. On a d'autres éléments où certaines villes, certains donjons ou certaines anciennes civilisations vont avoir très clairement des petites inspirations, ne serait-ce que pour un arbre ou je ne sais pas quoi, des inspirations de films de Miyazaki ou bien de plus vieux du Osamu Tezuka, et on a énormément de micro-influences, de petites choses par-ci par-là, parce que ces jeux-là, et notamment les RPG, et particulièrement même les Final Fantasy, c'est des puits sans fond d'inspiration d'énormément de culture, et avant tout de leur propre culture à eux, de leur propre culture japonaise à eux, du manga, de l'animation, et le fait que ça soit si puissant, c'est aussi parce que j'ai l'impression que c'est finalement un peu discret. Quand on essaie de penser à des projets vraiment importants, vraiment gros, dans lesquels un jeu vidéo s'est inspiré d'un manga, ça ne nous vient pas directement. Mais par contre, des petits trucs comme ça, il y en a plein partout, en fait. Que ça soit là voilà, en dehors des jeux de combat, je connais particulièrement bien les RPG. Dans le cas des RPG, ça existe énormément. Et aujourd'hui, alors je vais peut-être empiéter un peu sur un autre sujet, je sais pas. Aujourd'hui, pour revenir dans les jeux de combat, si avant on attendait de voir des jeux de combat inspirés ou tirés de manga et en espérant que ça soit des bons jeux de combat, maintenant il y a certaines boîtes de jeux de combat dont Arc System Works qui font directement ce qu'on appelle des anime fighting, en fait, des anime fighters, c'est-à-dire des jeux de combat qui ont purement l'esthétique animée. Je pense par exemple à Blaze Blue, ou bien même directement les jeux Persona Arena de Arc System, qui sont tirés du RPG Persona, qui sont eux-mêmes extrêmement influencés par l'animation, qui ont eu eux-mêmes en plus des adaptations en animé, en manga, etc. Bref, c'est une espèce d'énorme étoile d'influence. Et ce genre de jeu, en fait, fait le pari non plus de s'inspirer directement de manga en termes de scénario, mais plutôt visuellement. On dit, ok, on va faire un jeu de combat qui s'inspire visuellement de l'animation japonaise, et on va penser un peu le scénar de telle façon à ce qu'on ait besoin d'avoir des produits dérivés de notre jeu vidéo pour étendre l'univers. Je pensais du coup au Persona, au RPG Persona, ou bien au Guilty Gear. Guilty Gear aujourd'hui, c'est un des meilleurs jeux de combat du moment. Et le mode histoire de Guilty Gear, c'est pas un mode histoire comme dans tous les jeux de combat où on va prendre un personnage et on va se battre petit à petit contre tous les autres. Le mode histoire de Guilty Gear, il n'y a pas de combat du tout. Le mode histoire de Guilty Gear, c'est juste un gros animé de 1 heure ou 2 heures qui est fait avec le moteur du jeu, en fait. Donc aujourd'hui, on essaie de se détacher un peu de cette logique d'inspiration directe. Est-ce qu'on fait un manga à partir de ça ou non? Est-ce qu'on fait plutôt un jeu vidéo à partir d'un manga, etc. Là, maintenant, il y a certaines boîtes, et notamment dans le jeu de combat, dans ces anime fighters, où on essaie de confondre un peu tout, en fait.
On essaie de faire un gros univers cross-média qui puisse en même temps plaire à ceux qui aiment lire des mangas, à ceux qui aiment regarder des animes et à ceux qui aiment jouer à des jeux vidéo, à des jeux de combat. Moi, par exemple, les produits dérivés de l'univers Guilty, même que ça soit le mode histoire de Guilty, je l'ai même pas regardé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le jeu de combat, mais c'est pas grave, parce que si quelqu'un même s'intéressait juste à l'univers de Guilty Gear, sans pour autant s'intéresser au jeu de combat, il pourrait lui aussi suivre l'histoire de Guilty Gear à travers différents médias et à travers différentes formes en fait de scénarisation. Je reviens rapidement sur cette question des adaptations et de la manière dont on voit un sens inverse qu'on prête d'habitude. C'est-à-dire que, de ce que j'ai compris, alors je ne suis pas très grand lecteur de mangas qui ne sont pas traduits, mais disons que en ce moment, il me semble qu'il y a une profusion de mangas dont l'univers, et Sword Art Online en est l'exemple le plus saillant, une profusion de mangas, alors j'ai totalement oublié le nom caractéristique de ça, qui sont des histoires de MMORPG, quoi. C'est-à-dire que c'est des personnages qui ont des niveaux, qui tabassent du sanglier, qui récupèrent du loot, et donc on est dans une espèce de processus inverse de l'adaptation. On retrouve les codes du jeu vidéo dans une histoire de manga et d'animé, et donc on est dans une espèce de ludicisation, je sais pas comment on pourrait dire ça, des récits de manga en fait. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Sword Art Online, avant tout, c'était un roman. Donc si tu veux, avant tout, c'était un roman fait par un amateur qui était fan de MMO. Il a fait d'autres romans amateurs et ensuite ça a été adapté en animé et en d'autres éléments. Mais ce que ça prouve, en général, le support adapté, c'est le support mineur. C'est-à-dire que autrefois, on adaptait des films en jeux vidéo parce que le film était plus prestigieux, plus socialement accepté. Tandis que le jeu vidéo, c'était le produit dérivé. Alors que maintenant, ce que tu décris comme phénomène, ça veut juste dire que le roman ou le manga ou le reste, c'est devenu le support mineur par rapport au jeu vidéo, qui est le support majeur, qui rapporte le plus d'argent, qui est le plus visible, qui a un impact le plus important sur le public. Donc c'est un phénomène assez classique qu'on retrouve dans toutes les formes d'adaptation de façon historique. Et on parlait, je bondis là-dessus parce qu'on parlait avec Exerf tout à l'heure du jeu The Witcher, où finalement les gens l'associent beaucoup plus à un jeu vidéo aujourd'hui qu'à une série de bouquins par un auteur qui d'ailleurs aime pas le jeu vidéo. Et ça, c'est vrai que ça pose question sur ce médium qui va tellement percer, qui va effacer quelque part derrière lui les œuvres qui sont pourtant originelles là-dessus. Et ça, c'est intéressant. Mais tu parlais du coup des MMO, mais ça va même au-delà de ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de mangas qui prennent pour thème le jeu vidéo. Ça peut être soit directement des mangas qui se passent dans un jeu vidéo, comme tu peux l'énoncer avec le MMO. Ça peut parler aussi de joueurs de jeux vidéo. Donc je pense par exemple à Battle Mechia, à le manga de Daigo, le joueur de jeux de combat. Il y a aussi High Score Girl aussi, et puis il y a aussi ces mangas et ces animés qui sont un peu plus rares mais qui existent. Enfin, j'en ai un seul en tête qui est Tokyo Toy Box, qui parle de l'industrie du jeu vidéo, en fait, qui parle de développeurs de jeux vidéo. Donc il y a vraiment un intérêt effectivement en tant que thème dans le manga pour le jeu vidéo. Elle est bizarre ma phrase là, je crois que vous avez compris. Il y a un intérêt qui est pas nouveau, mais en tout cas qui suit tout simplement, comme tu le disais, enfin l'industrie du jeu vidéo qui devient de plus en plus énorme, tout simplement. Fut un temps, les mangas, enfin c'est toujours le cas. Fut un temps, le manga, ça s'inspirait beaucoup du sport, ça marchait beaucoup avec le sport, parce que en tout cas au Japon, le sport c'est extrêmement important dans les milieux lycéens, c'est extrêmement populaire, et puis ça marche. Dans le manga, ça reste une industrie avant tout. Donc on prend déjà ce qui marche, ce qui plaît aux gens, et ce qui plaît aux gens en ce moment, beaucoup, c'est le jeu vidéo. Donc forcément, aujourd'hui, c'est normal de voir énormément d'œuvres qui parlent de jeux vidéo, qui parlent de joueurs, qui parlent de développeurs, qui peut parler à beaucoup de joueurs en fait avant de parler à des lecteurs. Et puis ensuite, il y a des mangas qui s'inspirent de mécaniques de jeux vidéo, mais de façon beaucoup plus légère. Quand tu as Hajin, par exemple, c'est un manga seinen où le héros découvre qu'il est malheureusement immortel.
Et du coup, tout le monde veut l'attraper pour faire des expériences multiples et variées. Et il s'allie avec un autre personnage. Et le gimmick de l'autre personnage, c'est qu'à chaque fois qu'il meurt, en fait, c'est un reboot, c'est un reset. Et donc, du coup, il se régénère automatiquement. Et donc, tu as tout plein de phénomènes de ce type où tu reprends des mécaniques, non seulement de l'informatique, mais aussi du jeu vidéo, tout simplement parce que c'est le médium le plus important, le plus prestigieux, celui qui économiquement est le plus fort. Alors, moi, j'ai une question, un peu tarte à la crème aussi, peut-être. Est-ce que c'est généralement une bonne idée, exemple à la clé, d'adapter du jeu vidéo en manga? Bah écoute, j'ai pas d'exemple à la clé, donc je dirais non. Ouais, il y en a plein. Hein. Il y a le manga Zelda, il y a le manga Tales of, le manga Persona, il y avait même à l'époque un manga Wild Arms. Ça devait être un des premiers, je pense. J'en ai lu quelques-uns. À chaque fois, je me ouais, enfin, autant jouer au jeu, quoi. C'est pas extrêmement bien écrit. Il n'y a pas forcément beaucoup de propositions artistiques dedans. Tu sens que c'est des commandes. Que le mec qui a fait ça, bah, il a fait ça aussi pour se faire de l'argent, et il a raison. Enfin, voilà. Peut-être que le mec qui a dessiné le manga Zelda, il adore Zelda, et tant mieux pour lui. Mais c'est vrai que ça reste une commande avec certainement un cahier des charges, etc., qui devait pas être très libre même pas du tout libre sur le scénario. Donc, il y en a peut-être, j'en ai pas en tête là, il y en a peut-être sûrement, ça va peut-être me revenir. Mais pour à l'instant T, j'ai pas d'exemple en tête de bon. Alors moi j'aurais juste l'exemple qui marche pas, c'est les Souls qui ont sorti, je crois, un comics cette fois-ci. Il y a eu 2 ou 3 tomes, et Bloodborne, je crois que c'est en travail aussi. Il y a eu des jeux de plateau, mais je veux dire j'ai envie de dire que c'est un peu la règle du premier sorti, c'est-à-dire que si tu as un comics qui est génial, l'adapter en film, tu ne fais qu'adapter le comics. Je veux dire, il y a quand même cette idée. Et du coup, si tu as un Zelda qui fait tant de titres, des milliers de fans, etc., leur faire un comics, du coup, un manga, tu vas nécessairement un peu te dire, bah, c'est mineur, ne serait-ce qu'en taille, tu vois, et en importance, alors que ça se trouve, il peut être génial. Mais du coup, est-ce que t'es pas obligé de le voir comme un produit dérivé, puisque bah, Zelda, c'est Zelda, donc c'est tellement mineur dans l'histoire de Zelda aussi. Tu vois, ils auraient sorti un Zelda et puis direct le manga en même temps, bah, la question se poserait peut-être. Mais là, je pense que dans ce genre d'optique, on a du mal à pas voir une forme de côté commercial chez les gens qui le sortent, de dire, ah, c'est tellement énorme, ça va marcher un manga Zelda. Bah, bof. Du coup, parce que si l'animé se prête souvent très bien à une déclinaison où tu vas pouvoir le faire, est-ce que c'est intéressant de passer d'un personnage qui a une grande liberté à une histoire que tu suis bêtement? Ce qui est cool dans Zelda, est-ce que c'est de l'histoire de Zelda ou c'est d'incarner Zelda? Bah, c'est une vraie question. Et que le manga fait éclore, c'est-à-dire bah non, je me suis pas trop amusé, je voudrais pouvoir jouer Link entre guillemets, voilà. Donc c'est ça. Alors, je vous propose du coup, au-delà des adaptations, de passer peut-être à peut-être une histoire d'influence un peu plus subtile, peut-être donc des jeux qui invoquent une esthétique, un imaginaire et des narratifs issus des animés et des mangas, et puis donc inversement évidemment. Alors moi je pense spontanément aux Tales of, je pense alors en effet à Guilty Gear, on peut évoquer voilà bon. 30 exemples en tête qui me viennent, bah, les Persona, enfin voilà. Bon. Est-ce que vous voyez des grandes tendances, ou en tout cas, est-ce que vous pourriez nous décrire les grandes tendances esthétiques, narratives, qui voilà, que retient le jeu vidéo du manga, sans l'adapter, mais que retient le jeu vidéo du manga? Ben, en fait, je vais prendre ta question autrement. Je me suis demandé tout à l'heure, en pensant à la conférence, est-ce qu'on aurait pu faire le même truc sur la BD franco-belge, par exemple? Et même s'il y a eu des jeux Boule et Bill, et puis des jeux Tintin, etc., c'était plus des jeux de plateforme sur lesquels on collait des skins qui, du coup, te faisaient jouer dans l'univers. Mais est-ce que on ne demande jamais de faire un travail de journaliste avec Tintin, tu sautes sur des bonhommes, etc., mais au fond, c'est quand même un enquêteur. Donc, est-ce que le manga, du coup, par extension, a pas en lui des choses qui, intrinsèquement, se prêtent aux jeux vidéo? Et je pense qu'il y a
une idée de dynamique dans le manga quand même qui ressort beaucoup. Il y a souvent des actions qui sont très mises en scène de façon à ce que les personnages aillent très vite. Enfin, on se souvient tous de Olive et Tom par exemple, avec ce ballon en forme d'olive qui flotte dans l'air pendant. Ça, c'est quelque chose que je trouve on a dans le manga qu'on n'a pas dans la BD franco-belge en fait quelque part. C'est une façon de magnifier, de sublimer parfois des actions, des postures, des choses qui du coup peuvent peut-être se retrouver dans quelque chose d'énergique, voilà. Et après, au niveau des thématiques abordées et narratifs, il y a encore autre chose à dire, mais au niveau purement visuel, je dirais qu'il y a quand même une part d'action et de vivacité, parfois de violence même, qui du coup peut-être se prête plus à quelque chose où on va être dans l'action que la BD franco-belge qui, elle, est quand même plus posée globalement dans sa façon de montrer les actions et même ses histoires. L'influence globale du manga a vraiment permis aux jeux vidéo d'avoir vraiment quelques petites touches visuelles comme ça dans le jeu de combat. Encore une fois, vu que ça reste ma spécialité. Dans le jeu de combat, il y a eu un gros travail sur l'animation en fait qui a été fait. Je pense notamment par exemple à la série des Street Fighter Alpha, qui va reprendre totalement un visuel mangaesque, qui va s'inspirer de l'animation japonaise, enfin de leur propre animation, de leur propre studio d'animation. Et au fur et à mesure, cette inspiration, puis le combat qu'il y avait entre les différentes boîtes de développement, Capcom, SNK et tout, ont fait que petit à petit l'animation a été tirée vers le haut en fait, toujours en s'inspirant de l'animation japonaise. Je vais prendre un exemple assez précis. En 1994, il y a Capcom qui sort un jeu qui s'appelle Children of the Atom, X-Men Children of the Atom, qui est la deuxième adaptation de Capcom. Deuxième adaptation de X-Men par Capcom, qui est pour la première fois un jeu de combat en 2D, un jeu de combat en versus, donc on appelle aujourd'hui versus fighting. Ce jeu de combat a été animé par des gens extrêmement talentueux, et il a été aussi et surtout illustré par, alors j'ai peur de dire une bêtise, c'est soit Akiman soit Bengus, mais je crois que c'est Bengus, qui est un illustrateur du coup de jeux de combat et de Capcom particulièrement, et ils ont fait un travail tellement impressionnant pour l'époque en termes d'animation. En 1994, Bengus s'inspire vraiment de l'animation typée manga, donc il y avait déjà énormément de prouesses d'animation au Japon à cette époque-là. Akira était sorti, pas de problème, il y avait déjà énormément en termes d'animation, il y avait vraiment déjà des génies au Japon. Les génies commencent à bosser sur le jeu de combat, et donc Marvel, qui avait laissé les droits à Capcom pour faire ce jeu de combat X-Men, est bluffé en fait, par la qualité d'animation de Children of the Atom, et il leur propose de faire d'autres jeux en fait pour eux. Et cette influence en fait qu'il y a eu entre de l'animation japonaise jusqu'aux créateurs de jeux vidéo va même s'exporter jusqu'aux États-Unis, où en fait les dessinateurs de comics américains vont commencer à s'inspirer du travail de Bengus. Ou d'Akiman, du coup, je sais plus. Mais je crois que c'est Bengus. Vont commencer à s'inspirer des travaux d'un japonais. Et en fait, il y a cette puissance d'influence en fait, qui vient du Japon, qui reste au Japon, qui s'exporte aux États-Unis. Et il y a vraiment quelque chose en fait, dans l'animation japonaise assez puissante pour que ça traverse le continent juste à travers un simple jeu de combat. Un jeu de combat qui n'a pas spécialement beaucoup marché, qui a pas beaucoup marché en tout cas à l'international, mais qui a tellement impressionné en fait les techniciens de l'époque qu'il y a eu vraiment cette influence. Et l'influence, elle est même au-delà de l'animation. C'est que à l'époque de la sortie de Children of the Atom, les personnages, donc il y avait Hulk, Spider-Man, etc. Non du tout, ça c'était après Marvel, c'était pas sur X-Men, c'était sur Marvel Super Heroes. Marvel Super Heroes, on avait eu d'autres personnages de Marvel, parce que Marvel avait laissé les droits d'autres personnages que X-Men. Au début, ils avaient droit qu'à utiliser les X-Men. Après, ils ont eu droit à d'autres personnages de Marvel, Captain America, Spider-Man, Iron Man, Hulk, etc. Et en fait, quand vous jouez à un jeu de combat à l'époque, chaque personnage a des coups spéciaux.
Ryu, il a le Hadoken, le Shoryuken, etc. Ils ont des noms. Les coups ont des noms. C'est important, il faut les nommer pour pouvoir les refaire, etc. Pour pouvoir en parler. Les créateurs de Marvel Super Heroes vont nommer les coups, par exemple, de Hulk, le coup où il tape dans ses mains, là, je ne sais plus comment il s'appelle exactement ce coup-là, et ce coup-là va devenir emblématique. Ensuite, aux États-Unis, va s'appeler comme ça, parce que en fait, dans le jeu de combat, les développeurs l'ont appelé comme ça, le coup. Et dans les comics américains, les personnages vont commencer à dire les noms des attaques, en fait, exactement comme dans les jeux de combat, exactement comme dans les mangas, en fait, parce que ça vient de là à la base. Et même avant les mangas, enfin, plus ou moins en même temps que les mangas, c'était le cas dans les Sentai. Quand on faisait des attaques, on disait le nom de l'attaque, on la criait, etc. Ça peut paraître ridicule d'un point de vue extérieur, mais en tout cas, c'est une autre influence qui a eu, en fait, qui s'est exportée. Donc, au-delà de l'animation, en fait, au-delà de la qualité technique de l'animation, il y a eu énormément d'influences qui sont exportées ensuite aux États-Unis. Donc, c'est dire le pouvoir que peut avoir vraiment cette pop culture, en fait, japonaise, cette pop culture de l'animation japonaise. Alors, autre chose, c'est qu'au Japon, une fois que tu fais du graphisme, que tu travailles dans le manga, dans l'animation, dans le jeu vidéo, c'est quasiment la même chose. D'ailleurs, tu retrouves les mêmes boîtes d'animation qui font les scènes d'intro de certains RPG japonais, etc. Donc, c'est un milieu professionnel qui est quand même assez... c'est, on va dire, fermé, ne serait-ce que parce qu'ils ont la même langue, ils sont sur le même pays et qu'ils sont globalement tous à Tokyo ou presque. Donc il y a beaucoup de parcours professionnels qui font que tu as aussi cette, on va dire, uniformisation peut-être entre guillemets style manga. Ensuite, pour nous en Occident, ce qui a été particulier, c'est que on a eu un deuxième japonisme. Le premier japonisme, c'est lorsque les artistes peintres, notamment en France, ont découvert Hokusai et l'estampe japonaise. Soudain, ils se sont dit, mais il n'y a pas de ligne de fuite, mais c'est bizarre leur façon d'imprimer. Et donc, à partir de là, ils se sont inspirés pour faire autre chose. C'est comme ça que Van Gogh a commencé. Il a commencé par faire des reproductions d'estampes japonaises d'Hiroshige. Et donc ça, c'est le premier japonisme. Et là, le deuxième japonisme, c'est la même chose. C'est que quand les mangas sont arrivés ou quand les dessins animés sont arrivés, on s'est dit, mais c'est quoi ce truc ? Ça ressemble à rien. Ça ressemble pas, en tout cas, à quelque chose que visuellement on connaissait. Et c'est ce choc qui ensuite a fait d'autres vagues et qui crée maintenant ce deuxième japonisme. Et ce choc, pour ceux qui regardaient des dessins animés, ça passait par le dessin animé, mais pour ceux qui jouaient aux jeux vidéo, ça passait par le jeu vidéo. Donc quel que soit le médium, étant donné que c'est la même culture visuelle, parce que ce sont aussi les mêmes personnes et la même culture visuelle au Japon, c'est ça qui, par ricochet, forme cette culture entre guillemets manga. Alors c'est un peu à côté encore, mais ça me fascine carrément. C'est que là on parle du côté qu'est-ce qui fait manga et qu'est-ce qui est chez nous, entre guillemets, occidentaux ou non japonais, nous fascine et fait qu'on reconnaît du manga immédiatement. Moi j'ai toujours halluciné sur la capacité justement des Japonais à aller chercher, entre guillemets, chez nous, des histoires, des thématiques, etc., à les faire leur. Genre, pour donner un exemple, on en parlait tout à l'heure aussi, Bloodborne, pour moi, c'est la meilleure adaptation de Lovecraft qui a jamais été faite. Bon, j'avoue, je vais faire des mécontents avec ça, mais personne chez nous a réussi à faire un début de truc qui s'approchait autant des concepts, de la terreur, de la complexité de l'auteur. Et ça, c'est quand même barré. Quand tu lis Berserk aussi, il a une lecture du médiéval, d'énormément de choses, etc. Et nous, quand on veut faire, entre guillemets, du japonais, on va copier un peu leur style d'animation. Il y a pas mal de séries françaises où tu sens clairement qu'il y a même Last Man, qui est génial. On sent qu'ils vont puiser dans cet imaginaire-là. Alors, ils essayent de le franciser un petit peu, etc. Mais on sent quand même l'hommage. Alors que nous, j'ai pas vu beaucoup de séries françaises dessinées à la française sur la période médiévale japonaise. Enfin, il y en a peut-être, je me trompe. Mais du coup, eux, ils ont une capacité ils ont aucune barrière à faire rentrer tout dans leur truc, à le faire à leur façon, d'une façon où quelque part on va refaire comme eux. Mais ça m'intrigue toujours autant et c'est un peu connexe à cette idée. Mais eux ont aucun problème c'est pas de l'adaptation qu'ils font eux, ça c'est génial, je le prends. Je pense qu'ils se posent moins de questions que nous. Où on se dit ah ben non, je fais du manga, alors on va aller à fond dans le manga. Ou justement faut pas faire comme eux parce que. Et eux, ils se prennent pas ça. Je pense que c'est peut-être le côté insulaire ils ont été. Et aussi, par rapport au japonisme, je lisais sur les origines du manga qu'il y a pas mal de types de la presse satirique qui sont partis au Japon aussi et qui ont vachement partagé sur le dessin de presse. Et du coup, ça a correspondu avec des pratiques au Japon qui n'étaient pas encore le manga. Donc du coup,
c'est peut-être un jeu à somme inégale du coup, parce que nous, on consomme du coup du japonais entre guillemets, et on a raison parce que c'est génial. Mais du coup, j'ai l'impression qu'on se sent pas légitime à quelque part à les puiser chez eux pour dire on va le faire à notre sauce et puis fuck. Non en fait, parce que ça s'est pas construit pareil, et eux, je pense, ont une ouverture bien plus grande que nous. Alors que nous, on a mis 20 ans à dire le manga c'est de la merde pour otaku, et puis il fallait censurer Club Dorothée, blablabla. Et on en parlait tout à l'heure, ils ont dû demander à Daniel Russo et Laurent Baffy de redoubler entièrement Hokuto no Ken avec au couteau de cuisine et en virant des paroles et des bouts de trucs parce que ça passait pas chez nous. Donc effectivement, dans ce contexte-là, on a beaucoup de retard, je trouve, sur la porosité de nos univers artistiques, quoi. Et c'est en train de bouger un petit peu, mais ça, c'est très fascinant de voir. Je vous propose de passer à un cercle. Ah, eh ben je t'en prie. Canon. Eh ben je t'en prie. Non, juste une petite dernière question, mais c'est parce que ça me trotte en tête depuis tout à l'heure. J'avais envie de faire un petit détour, peut-être pour essayer de mettre le doigt sur quelque chose. Moi, je pense à un film, étonnamment, quand je pense manga et jeux vidéo. Je pense à un film qui est réalisé par un maestro de l'animation japonaise. Je pense à Mamoru Oshii, qui a réalisé en 2004 Avalon, qui est un film donc qui reprend pour le coup les légendes arthuriennes. Et pour le coup, c'est un film totalement hybride, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'une jeune femme qui joue en réseau et qui accumule de la monnaie pour survivre dans une Europe de l'Est désindustrialisée, etc. Et donc voilà, on suit ces aventures-là dans une espèce de métaphore des légendes arthuriennes. Et j'ai toujours trouvé que c'était Mamoru Oshii, il réalise Ghost in the Shell 10 ans avant. On retrouve la même équipe que pour Ghost in the Shell. On retrouve Kenji Kawai à la composition musicale. Il y a vraiment cette reprise là, et esthétiquement l'image est très jaune, c'est quelque chose de assez posé, il y a des cadres, vraiment il y a une composition que j'ai toujours trouvé ça assez manga, quoi. Alors pourtant on est vraiment dans un film en prise de vue réelle, et voilà. Et Avalon, je trouve, est un film qui se donne comme film. Je suis pas sûr qu'il y a des passages en animation. Bon, il y a quelques effets de synthèse. Mais voilà, je sais pas si vous connaissez ce film, je sais pas si ce que je raconte sonne juste. Mais voilà, pour le coup, moi, c'est vraiment un marqueur de cette pop culture, de cette porosité qu'il existe entre manga, film, jeux vidéo et auteurs de Japanimation. Moi, je le connais, mais je l'ai pas vu en fait, Avalon. Je suis désolé. J'ai vu d'autres Mamoru Oshii, mais j'ai pas vu Avalon. Mais c'est vrai que je rebondis juste sur le thème justement des légendes arthuriennes. C'est un thème qui est assez prisé en fait au Japon, et par extension toute la mythologie européenne, et particulièrement Europe du Nord en fait, toute la mythologie nordique. C'est quelque chose qui est vraiment très prisé par les créateurs japonais, que ce soit des films, que ce soit des mangas, que ce soit des jeux vidéo. Je pense particulièrement au RPG, beaucoup au RPG, qui s'inspirent vraiment beaucoup de ça. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que je pense que, en partie, que les RPG sont des genres de jeux qui sont exportés plutôt bien, plutôt vite en fait. Mais voilà, pour Avalon en tout cas, je peux pas rebondir plus dessus que ça. Non, mais en fait, Avalon, c'est avant tout un film d'Oshii, et il y avait eu d'autres films aussi sur l'espèce de cyberpunk et autres. Il y avait Existence, il y en a d'autres de ce type. Donc je pense que c'est vraiment plutôt le délire d'Oshii autour de ça. Ensuite, le truc, c'est que l'adaptation de Ghost in the Shell n'est justement pas fidèle à Ghost in the Shell par Masamune Shirow. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que les Japonais font pas d'adaptation fidèle, ils en font jamais. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est jamais en réalité, même si c'est entre guillemets un produit dérivé, ce sera jamais un truc, c'est pas une pure copie. Voilà. Et moi je voulais juste rebondir avec du coup Avalon, moi c'est pire que je l'ai pas vu. J'ai vu un quart d'heure il y a longtemps, et je me suis endormi devant parce que j'étais fatigué. Mais c'est pas que j'aimais pas le film. Je me souviens que c'était sépia, et c'est à peu près tout. Mais c'est marrant de le mettre peut-être en comparaison avec un gros film qui est sorti récemment qui s'appelle Ready Player One,
où pour la première fois, je trouve que c'est très discret, mais il y a une espèce de validation. On voit des persos d'animés, on voit des choses qui font dire, ok, nous, Occident, on a bien compris que même l'histoire est très proche des animés que tu décrivais avant. Je trouve qu'il y a une espèce de retour. Alors, ça donne pas le même effet, ça donne un peu un truc un peu boursouflé, on a tout mis dedans, etc. Il y a moins de finesse dans le truc. Mais du coup, ça montre aussi peut-être une façon d'accepter cette coexistence de nos deux lectures. Mais voilà, pour Avalon, je peux pas te répondre plus précisément que ça. Mais je vais le revoir du coup. Très bien. On peut donc passer à un cercle, un petit cycle de questions et remarques. Si vous avez quelque chose à ajouter ou une question à poser à nos invités. Oui. Oui, bonsoir. Donc Bonsoir. en fait, c'était juste peut-être un complément parce que juste rebondir sur ce que disait Alt 236 par rapport à la porosité en fait des univers graphiques japonais et plus occidentaux. En fait, pour avoir un peu côtoyé des écoles d'art, malheureusement, je pense que c'est là que ça se joue. Puisque en fait, dans l'Occident, on est encore extrêmement académique. Enfin, d'ailleurs au Japon aussi, mais sauf que eux permettent justement cette diversité en fait, ils baignent dans leur propre culture. Mais je veux dire, c'est vrai que dans l'Occident, c'est quelque chose qui est très peu accepté. En fait, quand on commence et qu'on veut un peu dessiner du manga, tout de suite, on va dire non, mais c'est pas académique, c'est pas le chemin qu'il faut prendre, etc. Et donc du coup, je pense que ça ferme beaucoup de portes aux étudiants en art qui aimeraient choisir cette voie-là, quoi. C'est très intéressant ce que tu dis et moi j'ai fait une école d'art et tu faisais du graffiti, tu pouvais balancer ton dossier, de la BD, c'était pour les arts déco. Tu aurais fait des peintures sur le manga aussi puissantes soient-elles. Je pense qu'on t'aurait fait comprendre que c'est pas le truc. Et je vais même prendre dans un taf que j'ai eu, je bossais dans un CDI. Dans une école plutôt de bonne facture, on va dire un privé quoi. Voilà. Et du coup le manga c'était no way quoi, c'est-à-dire c'est hors de question et c'est une connerie sans nom, donc j'en ai acheté en cachette et tout, mais ça en dit long. Effectivement c'est une question d'ouverture, d'éducation et de mécompréhension aussi je pense de ce qu'est le manga. On le voit. Et c'est comme toujours, c'est pareil pour le film d'horreur, c'est un truc pour ados décérébrés qui foutent des pop-corn et qui donnent des coups de pied dans le siège. C'est pas vrai. Et ça, en France, tu as complètement raison. Je pense que cet académisme, il a encore de beaux jours devant lui. Après, ce qui nous sauve, c'est les studios indés, des trucs comme Last Man qui sortent. Tu vois, ça serait pas passé par les Beaux-Arts, c'est clair. Mais je me dis, à contrario, tant mieux si on a ça, enfin tant mieux, non, c'est chiant, mais ce qu'on peut faire de bien avec ça, c'est que ça favorise l'émergence de trucs qui disent, puisque c'est interdit, on va y aller à fond. Enfin, ils sont très forts pour ça aux États-Unis, ils ont une contre-culture qui arrive à s'opposer à une culture écrasante. Nous, en France, je suis assez terrifié. Il y a pas de film il y a très peu de films d'horreur, il n'y a pas de film fantastique en France. Je veux dire, ça va plus loin que cet académisme. Pour moi, il fait beaucoup plus de dégâts encore. Parce que c'est mal de faire de la fiction, tu vois, trop perché, quoi. On peut faire. Mais on a encore une frilosité là-dessus. Est-ce qu'on se sent pas légitime? Est-ce qu'on n'a pas les skills? Est-ce que c'est mal vu parce qu'on. Donc moi, je réfute complètement ça. Et tu as tout à fait raison de le soulever parce que tu le vois au quotidien dans des trucs tout cons, quoi. Oui. Alors, si je peux aussi ajouter quelque chose. Je pense qu'on peut être un petit peu optimiste en fait par rapport au manga et à l'animation japonaise et au fait qu'elle soit reconnue à sa juste valeur en Europe. Notamment, c'est très précis, hein, mais notamment par le fait que Otomo était récompensé à Angoulême. Ça a l'air de rien comme ça, mais en fait, il y a 2 ans, il a reçu un prix d'honneur, en fait, et c'est quelque chose après qui, selon moi, a ouvert d'autres portes. Par exemple, Arte qui passe en prime time, Akira, etc., et qui le laisse gratuit sur YouTube pendant 7 jours. Donc je pense qu'il y a de quoi être légèrement optimiste par rapport à ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, autres remarques? Oui. Tu as levé la main en premier, toi là-bas tout au fond. Merci. On m'entend? Oui. Ouais.
Merci pour votre intervention. Je vais avoir une question qui risque d'être un peu compliquée, donc je vais donner un exemple après. Elle est d'un point de vue formel, par rapport aux médiums que sont le manga en tant qu'art narratif et graphique, et par rapport au médium qu'est le jeu vidéo en tant que, on va dire, art ludique, pour mettre une définition très rapide sur le jeu vidéo. Quels seraient les ponts d'un point de vue formel entre justement le manga en tant qu'art et le jeu vidéo en tant qu'art, parce que pour l'instant on a parlé beaucoup d'adaptation, de références culturelles, de références visuelles éventuellement ou symboliques, du point de vue symbolique graphique. Et du coup, pour l'exemple pour expliquer, c'est que je vais le prendre à l'inverse. C'est pour prendre exemple Hunter x Hunter, l'auteur de Hunter x Hunter, Yoshiro Togashi, je dis peut-être une bêtise. Bon, il utilise. C'est ça ? Ok. Il utilise le jeu, il crée des règles du jeu dans sa narration pour articuler sa narration autour des règles du jeu qu'il s'est lui-même imposées pour raconter ses histoires. Est-ce qu'on a ce même genre de pont entre du manga vers le jeu vidéo pour le coup ? C'est une question ouverte, je pense qu'elle est dure, mais... Je trouve le pont dans ce sens-là beaucoup plus compliqué en fait, parce que le manga, même si c'est un médium qui a ses codes qui lui sont propres et qui le rendent intéressant, le jeu vidéo à la base c'est un médium qui en mélange plusieurs, qui mélange l'écriture, qui mélange la musique, qui mélange la mise en scène, qui mélange tout ça et qui ajoute un élément que lui seul possède, enfin pas lui seul exactement, mais un élément bien particulier qui est le gameplay, qui est le jeu, les règles du jeu. Le jeu, on va pas le trouver dans le film, on va pas le trouver dans le manga, on va pas le trouver dans le livre, si ce n'est peut-être les livres dont vous êtes le héros. Mais quand on lit un manga, on fait avant tout de la lecture. Donc c'est plus simple, à mon sens, d'insérer dans le manga quelque chose qui est unique au jeu vidéo, pour en faire, donc par exemple, un arc narratif dans Hunter x Hunter. Je trouve ça plus dur d'insérer les codes de la bande du manga et par extension de la bande dessinée vers le jeu vidéo, si ce n'est pour faire quelques petites mises en scène qui sont juste purement esthétiques. Je pense par exemple au Metal Gear sur PSP, Metal Gear Portable Ops, qui se sert du motion comics et donc des codes de la BD avec des bulles, etc. Et puis des personnages dans des cases, ou bien certains jeux comme Comic Zone sur Mega Drive, où on joue un personnage qui est dans une bande dessinée, donc on passe d'une case à une autre, etc. Mais tout ça, c'est que des codes de mise en scène, c'est juste, ça nous rappelle la bande dessinée, mais je trouve que le pont est quand même beaucoup plus dur à effectuer de ce côté-là, que plutôt inventer des règles de jeu dans un scénario et jouer avec ces règles de jeu-là. Je trouve que le pont est plus facile à faire d'un côté que de l'autre, tout simplement parce que du côté du jeu vidéo, on a une chose qui est unique au jeu vidéo, quoi, en fait, qui est le gameplay. Enfin, pas totalement unique parce qu'il y a aussi les jeux de réflexion, etc., le jeu plateau, mais ça c'est encore à part. Tu as juste dit un truc hyper intéressant, c'est dans la, je sais pas si on peut appeler ça chronologie des médias, mais en fait il y avait un prof au Beaux-Arts qui utilisait un mot qu'on comprenait pas, qui s'appelait le dépassé intériorisé. Mais c'est en gros l'idée de dire, dans un film tu peux mettre une peinture, mais dans une peinture tu peux pas mettre un film. Et ça c'est super intéressant, c'est-à-dire que le jeu vidéo, même si on peut très bien défendre qu'un manga vous donnera plus d'émotions, peut être plus puissant qu'un jeu vidéo est aujourd'hui l'art total le plus développé, c'est-à-dire qu'il peut comprendre en lui-même tous les arts. On peut mettre un film dans un jeu vidéo. Tu peux rentrer dans une pièce et il y a un film qui est diffusé. Par contre, tu pourras pas mettre dans un film une dimension de jeu vidéo. Tu pourras faire un film sur les jeux vidéo, mais on n'est pas encore dans une salle où tu peux voter. On est 50 à avoir voté qu'on veut qu'il meure maintenant. Enfin, ça viendra peut-être un jour, mais ce serait assez pauvre quelque part parce que ça va pas dans le sens historique en fait du développement. Il y a peut-être ça qui joue aussi. Voilà, pour compléter ce que tu disais. On avait encore une question. Oui, j'arrive. Oui, bonsoir. Alors c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque, une piste de réflexion en fait sur le manga et les jeux vidéo. On a beaucoup parlé d'adaptation, et c'est vrai que c'est une grande partie de la prod. Vous avez brièvement parlé du concept de l'isekai, donc qui est ce personnage qui va être projeté dans un monde qu'il ne connaît pas
avec par exemple Sword Art Online. Par contre, vous n'avez pas trop parlé en fait, du manga et du jeu vidéo qui vont être utilisés comme deux médiums parmi d'autres pour développer en fait, un univers. Et là, je pense notamment aux Dotak, qui sont une licence en fait, qui va être adaptée sur des mangas, des OAV, des animés, des jeux vidéo de rôle et d'autres types de médias. Voilà, et qui donc en fait vont développer un même univers au travers de plusieurs types d'aventures ou de récits. Ça a été pensé dès le départ. Alors, voilà, contrairement à Sword Art Online, justement, qui est l'adaptation d'un roman au départ. Dans le cadre d'Otact, en fait, tu es dans un système de récit transmédia où c'est le même univers cohérent sur tous les supports. Tandis que dans le cadre de l'adaptation, en fait, c'est des univers parallèles divergents. Mais du coup, d'Otact, ça n'a pas... c'est comme le Marvel, enfin le MCU actuellement, où tu as plein de films qui sont dans le même univers, tu as la série qui est dans le même univers, tu as les BD qui sont dans le même univers. Mais c'est un seul univers cohérent parce que c'est une décision qui vient du haut. C'est comme CyberConnect lorsqu'ils ont créé Dotact avec les autres, c'est une décision qui vient du haut. C'est ça la différence en fait entre l'adaptation et ce que tu décris, qui est un phénomène de univers transmédiatique où chaque support va devenir un récit, un morceau du puzzle. Et pour avoir l'image totale, il faut avoir consommé toutes les pièces du puzzle, c'est-à-dire avoir consommé tous les médiums. Ouais, bah, dans ce côté transmédia, moi je parlais des animés fighting, des jeux de combat inspirés d'animés, qui eux demandent aussi, par exemple, je pense à des jeux comme Under Night in Birth ou comment il s'appelle le jeu juste avant, je me rappelle plus, qui sont en fait des jeux inspirés des animés, mais par contre, si on veut en savoir plus sur l'histoire, on va quand même aller devoir lire ou regarder un animé bien spécifique. Tout n'est pas dans le jeu, en fait. Donc il y a quand même cette dimension cross-média là dans ce genre de jeu qu'on appelle les animés fighting, animé game. Je viens juste finir avec sur cette idée de c'est pas du transmédia pour le coup, mais je pense à Clive Barker qui est l'auteur de Hellraiser, qui du coup a d'abord écrit une nouvelle. C'est ensuite devenu un film pour lequel il s'est battu. Il a dit si vous voulez les droits du film, c'est moi qui le réalise. Le mec avait déjà eu 2 nouvelles adaptées, il avait détesté, c'était nul. Et il a imposé en tant qu'écrivain de pouvoir réaliser un film. Donc c'est son premier film, le mec fait Hellraiser 1. Et après ce qui est marrant c'est de voir qu'il y a 8 itérations de films, enfin 10 aujourd'hui, on est à Hellraiser 10. Et il est parti à partir du 3 à 4 parce que c'était un truc de producteur où ils ont voulu user jusqu'à la corde quelque chose qui a vraiment fait plonger la franchise vers vraiment un truc, une purge. Aujourd'hui, Hellraiser 10, c'est de la merde, malheureusement. Et à côté de ça, il y a eu 100 comics qui ont été faits aux États-Unis. Donc moi, j'ai découvert en bossant sur l'épisode, je les ai tous lus, je me suis pris une énorme claque. Donc c'est quasiment ce qui est le plus puissant, je trouve, dans l'univers et on les connaît pas. Et à la fin de tout ça, il y a Clive Barker qui est revenu dans le game et qui a dit je vais écrire un roman. Et il envoie chier absolument tout l'univers. Donc on va en enfer et tout. Il revient vers une vision un peu christique du mal, alors qu'avant il était dans une nouvelle conception de l'enfer et tout. Et je trouve ça hyper marrant. Ça dit rien d'autre que finalement, est-ce que c'est pas l'auteur originel, est-ce que lui doit avoir le droit de décider ça quand on voit qu'un univers a été dévoyé dans plein d'adaptations, pas forcément géniales. Et du coup, c'était marrant. Je trouve ce pied de nez d'un créateur qui à la fin dit les gars, je reprends la main et j'envoie tout péter. Et le bouquin est très bien. Mais j'avoue que ça fait bizarre parce que j'avais fini à m'habituer à cet univers étendu qui comprenait une trentaine d'auteurs pour finalement dire l'auteur final a dit ça, je le prends, j'accepte, mais et voilà, c'est marrant de voir que dans cette vie d'adaptation, ça met tellement de choses en jeu, commerciales, créatives, de réception du public aussi. J'aurais juste finir sur un mot qui a été dit tout à l'heure que j'ai appris, qui s'appelle le chronotope. Et l'idée, c'est une œuvre, elle se reçoit à une période donnée, par un public donné, dans un pays donné, si j'ai bien compris, et que on lira pas une œuvre dans les années 60 telle qu'on la lira aujourd'hui pour la même œuvre, on va y voir des choses différentes. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte quand on parle d'adaptation, c'est que c'est souvent des choses qui sont
adapté à un public donné, à un moment donné, souvent à un pays donné, puisqu'on caviarde des bouts, on met des voix différentes, on change les noms. Donc ça, faut pas l'oublier que malgré tout, il y a quand même une donnée commerciale là-dedans, qui est à la base de tout art. Si tu veux en vivre, faut le vendre. Et du coup, il y a des fois où ça se passe génialement, et des fois où c'est opportuniste. Et dans ce spectre, il y a tout ce dont on a évoqué aujourd'hui, quoi. Est-ce qu'on a encore une remarque ou une question dans le public? Oui. Bonsoir. En fait, je voulais juste réagir par rapport au côté interactif d'un film. On a eu ça il y a 1 ou 2 ans, je crois, au FEFS, un film qui s'appelle Night Shift, si je me rappelle bien, où en fait, on devait tous télécharger une application avant la séance. Et si je dis pas trop de bêtises, on était relié à un Wi-Fi d'une box juste à côté de la salle. Et on avait des choix à faire. Donc on avait genre 5 ou 10 secondes pour faire des choix. Et la majorité des personnes dans la salle décidaient du choix du personnage, en fait. Et donc voilà, c'est pour dire ça. Il y avait plusieurs... oui, plus ou moins. Enfin, après, je crois qu'on n'avait pas eu la meilleure fin possible, si je me rappelle bien. Parce qu'il y avait plusieurs fins possibles. C'était la pire, voilà. J'avais un gros doute si c'était pas la pire même. Et donc ouais. Mais je crois qu'après le film est sorti sur le net, sur iTunes ou un truc dans le genre, où il y avait aussi des trucs de choix possibles. Et je voulais dire, juste aussi un autre truc qui a été dit avant, c'est le fait de dire une technique avant de la faire. Il me semble que ça vient des arts martiaux et peut-être plus pratique, plus spécifiquement des sumotori, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que j'avais lu ça il y a un moment. Et juste encore merci d'avoir parlé de Scorn parce qu'il est très hypant ce jeu. À 2019, ouais, je crois. Ah, pardon. Il y a encore des questions ? Eh bien, c'est sur ça qu'on va conclure cette conférence. Donc, merci à tous d'être venus. Je rappelle donc, parce que j'ai oublié de le mentionner au début, que Rufio a une chaîne YouTube autour du manga et qui développe une émission qui s'appelle Coma. Buntavi... avec un K, merci. À ne pas confondre avec un jeu indé qui s'appelle Kona. Buntavi sera en dédicace demain à la FNAC pour son ouvrage Indie Games édité chez Brajlon. Elle sera à la FNAC demain à 17h, à partir de 17h. Et Alt que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube, donc Alt 236. Allez y faire un tour, c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup Alexandre d'avoir co-animé cette conférence avec moi. Je vous dis merci et je vous donne rendez-vous vendredi pour la dernière conférence donc, de ce cycle de conférences qui sera dédié aux jeux indépendants sur console. On parlera notamment beaucoup de la Nintendo Switch. Merci à tous, bonne soirée et à très bientôt.